Chapitre 1. Une effusion de sang à Marlécombe. C'était le genre de matinée de printemps qui faisait oublier qu'une chose telle que la mort pouvait exister. Le ciel était d'un bleu doux, l'air embaumait légèrement les jacinthes et le compost, et les tulipes, sur la place du village, commençaient à peine à déployer leurs peaux de papier. Marlécombe, comme beaucoup de villages anglais nichés entre les plis de la campagne, préférait ses scandales aux murmures et ses ragots à la gentillesse. Avec ses cottages en pierre, ses toits couverts de lichen et ses haies de Troène bien entretenues, il donnait l'impression d'un lieu préservé de toute malveillance. Miss Jane Marple était arrivée à Marlécombe seulement 15 jours auparavant, invitée par son ancienne camarade de classe, Miss Lavinia Harcourt, qui avait récemment souffert d'une légère bronchite et insistait sur le fait qu'elle avait besoin du réconfort d'une autre femme à la maison. Miss Marple, bien sûr, comprenait parfaitement. Lavinia vivait seule à Laurel Cottage, à la lisière du village, et n'avait pour seule compagnie qu'une femme de ménage et un vieux jardinier. En vérité, Miss Marple soupçonnait son amie d'avoir davantage besoin de compagnie que d'infirmières, et de fait, peu d'infirmières avaient été nécessaires jusqu'alors. Ils avaient passé la matinée à broder près de la fenêtre du salon et à regarder passer les villageois. « Voilà Monsieur Berridge », dit Lavinia en désignant d'un signe de tête la camionnette du boucher et son propriétaire, un homme au visage rouge avec un air permanent d'exaspération, même sans provocation. « On dirait toujours qu'il a avalé une guêpe, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Et voici Béatrice Morland, portant quelque chose. Je suppose qu'elle va au presbytère, encore une fois. » Miss Marple haussa ses sourcils délicats. « Une deuxième visite en une semaine ? Oh là là !» Les deux vieilles femmes échangèrent un regard qui en disait long. Mais même les spéculations les plus juteuses du village pâlissaient en comparaison de ce qui allait se passer cet après-midi-là, une affaire qui éclipserait rapidement tous les autres bavardages, du neveu mal élevé de Madame Potter à la curieuse disparition de 3 chaises de jardin dans le cabanon de jardin de l'Institut des femmes. C'est la fête du printemps de Marlécombe qui a rassemblé tout le monde, comme toujours. Organisée dans les jardins du presbytère, sous un dais de banderoles flottant au vent et le regard solennel d'une statue de Saint-Crépin, la fête était le cœur social du calendrier du village. Les tables regorgeaient de pots de confiture, de couvreux tricotés et de biscuits Victoria saupoudrés de sucre glace. Les enfants du quartier étaient alignés dans leurs plus beaux atours pour le bal du mois de mai, tandis qu'un concours de pâtisserie étonnamment compétitif se déroulait sous un chapiteau. Miss Marple se tenait à côté du parterre de tulipes, la fierté du révérend Elton, dont la passion pour les bulbes était devenue presque religieuse en elle-même, et admirait les fleurs cramoisies. « J'ai toujours pensé que les tulipes étaient trop fières, » murmura-t-elle à Lavinia, comme si elle n'avait jamais entendu parler d'humilité. Droite, vêtue de couleurs vives, terriblement satisfaite d'elle-même. Lavinia gloussa, mais son regard parcourut la foule. « Ah, voilà Lionel Fergusson, encore en retard. Et il a l'air plutôt rouge, tu ne trouves pas ?» Les yeux bleu pâle de Miss Marple suivirent le regard de son ami. Monsieur Fergusson, notaire local et président du comité de la fête, était effectivement rouge, et pas seulement, semblait-il, à cause de l'effort. Sa veste en lin était légèrement de travers, et il semblait bien trop absorbé par l'examen de la table de crème au citron. « Quelque chose le perturbe, » dit doucement Miss Marple. À ce moment-là, un cri déchira l'air. Cela venait de derrière le chapiteau. Une voix de femme, aiguë, manifestement choquée. Les gens se retournèrent. Quelques enfants se mirent à pleurer. La tasse de thé de Madame Wetherby tomba bruyamment sur l'herbe. Le pasteur, qui venait d'expliquer la différence entre les jardins gréco-romains et hollandais à une femme visiblement indifférente, se figea au milieu de sa phrase. Et puis, du mouvement. Un jeune homme en bras de chemise surgit de derrière le chapiteau, pâle comme du papier, et cria d'une voix rauque « Appelez la police! Quelqu'un a été assassiné !» Une ondulation parcourut la foule comme la brise qui, quelques instants auparavant, traversait les tulipes. Miss Marple posa son gobelet de limonade vide et dit calmement « Lavinia, ma chère, tiens mon sac. Je crois que je vais y jeter un coup d'œil. » Derrière le chapiteau,
Là où l'herbe rencontrait le chemin de gravier menant à l'église, une petite foule s'était rassemblée dans le silence d'une anticipation morbide. La victime gisait affalée près du massif de tulipes. Ces mêmes tulipes élégantes étaient maintenant maculées d'une couleur bien plus rouge que leurs pétales. Du sang avait formé une flaque sous sa tête et coulait vers le parterre. Miss Marple s'approcha et baissa les yeux vers la silhouette. Elle ne le reconnaissait pas. Grand, bien habillé, peut-être la quarantaine, avec des cheveux noirs et lisses, une expression de surprise malencontreuse se dessinait sur ses traits. Une main serrait quelque chose, un morceau de tissu peut-être. Elle refusait bien sûr d'y toucher. C'était pour la police. Un agent arrive quelques instants plus tard, le visage boursouflé et rouge. « Dégagez la zone ! Tout le monde en arrière !» Miss Marple ne bougea pas. L'agent hésita. « Madame, je suis mademoiselle Marple de St. Mary Mead, dit-elle aimablement. Je me retirerai bien sûr dès que l'inspecteur compétent me le demandera. » Il cligna des yeux, visiblement incertain, puis hocha la tête maladroitement et se tourna pour éloigner les spectateurs plus coopératifs. Lavinia la rejoignit, essoufflée. « Tu sais qui c'est ?» Miss Marple secoua la tête. « Mais je pense que quelqu'un dans ce village le pense. Marleycombe n'est pas le genre d'endroit où des inconnus tombent morts parmi les tulipes. » Le vicaire émergea de la foule, le teint crayeux. « Ce n'est pas un de nos habitués. Je ne le reconnais pas du tout. »« Alors il n'est pas du village ?» dit Miss Marple à voix basse. « Ce qui nous amène à nous demander « Pourquoi était-il ici ?» Au crépuscule, la fête était terminée. Gâteaux non consommés, banderoles affaissées, des questions flottant dans l'air comme une odeur de sang et d'herbe écrasée. Les villageois rentrèrent chez eux, secoués et chuchotant. Certains affirmèrent avoir vu l'homme parler à Béatrice Morland. D'autres jurèrent qu'on l'avait entendu se disputer près de la remise du vicaire. Rien de tout cela n'était certain. Cette nuit-là, alors que les tulipes se fermaient avec le soleil couchant, Marleycombe n'était plus seulement un village tranquille avec un parterre de fleurs admirables. C'était un endroit où le sang avait coulé parmi les fleurs. Et Miss Marple, avec son sac à tricoter près de sa chaise et son esprit déjà en train d'assembler des modèles, savait que sous le silence poli de cet endroit, quelque chose de méchant avait pris racine, et elle avait l'intention de le déterrer. Chapitre 2 « L'homme sans nom » Le lendemain de la fête, l'aube était grise et humide, comme si le ciel lui-même s'était arrêté pour méditer sur la tragédie de la veille. La pluie s'abattait sur le village de Marleycombe en une brume douce et constante, voilant les haies d'un voile argenté. Elle s'accrochait aux fenêtres de Laurel Cottage et s'accumulait dans les pétales de tulipes encore fermement plantés, et maintenant sinistrement, dans la précieuse plate-bande du révérend Elton. Miss Marple était assise près de la fenêtre du salon, ses mains s'agitant avec régularité avec ses aiguilles à tricoter. Sa pelote de laine vert pâle roulait légèrement sur ses genoux à chaque maille. En face d'elle, Lavinia Harcourt avait mis de côté sa broderie au profit d'un journal qu'elle tenait sans le lire. « Ils ne l'ont même pas identifié, » dit-elle enfin, la voix plus basse que d'habitude. « Non, » répondit Miss Marple, « pas encore. » « Et il n'avait aucun papier sur lui ? » ?»« C'est ce que je comprends. Pas de portefeuille, pas de lettres, pas même de permis de conduire. » Elle fit claquer ses aiguilles délicatement. « Même si je trouve ça plutôt intéressant en soi. » Lavinia leva les yeux. « Tu crois que ça veut dire quelque chose ? » ?»« D'après mon expérience, » a déclaré Miss Marple. « Lorsqu'un homme n'a aucune pièce d'identité sur lui, l'une des deux choses suivantes est vraie. Soit il a fait preuve d'une négligence inhabituelle, soit quelqu'un ne voulait pas qu'il soit identifié. » Lavinia laissa cette pensée de côté, son regard se portant sur le flou humide du jardin derrière la fenêtre. « On dit qu'il a été poignardé. »« Oui, » répondit Miss Marple, « une seule blessure, nette et délibérée. D'après le jeune docteur Cattermole, qui était terriblement pâle, le pauvre, elle a transpercé le cœur directement. Pas de lutte, pas de blessure défensive. Cela me laisse plutôt penser que la victime connaissait son agresseur. » Lavinia frissonna légèrement et rapprocha son châle. « Je ne peux pas croire qu'une telle chose soit arrivée ici. »
murmura-t-elle. « Aucun endroit n'est à l'abri, ma chère, dit doucement Miss Marple. La méchanceté ne se limite pas aux villes. Le mal s'enracine partout où on lui laisse de l'espace, même parmi les tulipes. » En milieu de matinée, l'inspecteur Garrett Hawthorne arriva de la police du comté de Bexford, convoqué aussitôt après la découverte du corps. Grand homme d'une quarantaine d'années, aux épaules larges et à la moustache taillée, l'inspecteur Hawthorne était déjà venu à Marleycombe, mais seulement pour des cambriolages, des troubles mineurs et, une fois, pour récupérer un cochon primé volé. Il se tenait maintenant dans le bureau du vicaire, où un poste de commandement improvisé avait été aménagé. Le meurtre avait jeté une ombre considérable, et le révérend Elton, habituellement serein et passionné de sermons et de glaïeuls, paraissait profondément mal à l'aise en offrant du thé à l'inspecteur. « C'est très aimable à vous, » dit Hawthorne en acceptant la tasse de thé d'un hochement de tête distrait. « Alors, vous dites que vous n'avez pas reconnu le défunt ? » ?»« Non, » répondit le vicaire, ses doigts fins se tordant inconsciemment. « Pas du tout. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et pourtant, il a été trouvé sur votre pelouse. » Le révérend Elton cligna des yeux. « Eh bien, oui, techniquement, je suppose, mais plus près de la haie, là où se trouvaient les stands de la fête. » Hawthorne hocha la tête. « Et vous n'avez rien vu d'inhabituel? Pas de dispute? Pas de voix forte ?» Le vicaire secoua la tête d'un air désolé. « J'étais en train d'évaluer les animaux végétaux des enfants. C'était vraiment captivant. » Pendant ce temps, Miss Marple n'était pas restée inactive. Elle avait fait une promenade dans le village sous son parapluie, une promenade discrète dans la rue principale de Marleycombe, animée d'une curiosité prudente. La plupart des boutiques étaient ouvertes, mais plus calmes que d'habitude. Même à la théière verte, le salon de thé préféré du village, le tintement des tasses et des soucoupes était discret. Béatrice Morland se tenait derrière le comptoir de la boulangerie, nouant du papier autour d'une miche de pain de campagne. Elle leva les yeux à l'entrée de Miss Marple. « Bonjour, Miss Marple, » dit-elle d'un ton inhabituellement raide. « Bonjour, mademoiselle Morland, » répondit mademoiselle Marple en regardant à travers ses lunettes. « Quelle triste journée, n'est-ce pas ?»« Terrible, » dit Béatrice. « Absolument horrible. » Miss Marple choisit un petit pain Chelsea et le posa délicatement sur le comptoir. « Savez-vous qui c'était? L'homme qui est mort ?» Béatrice hésita. « Non, non, je ne l'ai jamais vu. » Curieux, n'est-ce pas? Un inconnu, ici pour la fête, et personne ne semble le connaître. J'ai cru vous voir lui parler brièvement, près du stand de limonade. Béatrice rougit. « Oh, j'ai peut-être dit quelque chose. Je ne m'en souviens plus. C'était un peu flou. Il y avait beaucoup de monde. » Miss Marple sourit gentiment. « Bien sûr, bien sûr. Bon, ne vous laissez pas troubler. » Elle paya son petit pain, remercia Béatrice et partit, non sans avoir remarqué que la femme tapotait nerveusement ses ongles contre le comptoir, une habitude que Miss Marple n'avait observée qu'une seule fois auparavant, et cela lors d'une dispute dans une société de jardinage à propos d'un plat à tarte manquant. Miss Marple se rendit ensuite chez la postière du village, Madame Simpkins, une femme imposante et posée, dotée d'un don pour la litote et d'une passion pour les puzzles. Elle accueillit Miss Marple avec un large sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « C'est horrible, hein ?» dit-elle. « On n'a pas eu de meurtre ici depuis la guerre, et même celui-là on le soupçonnait. De l'arsenic, soi-disant. Il s'est avéré que c'était un maquereau. » Miss Marple hocha la tête. « Celle-là est plus difficile à expliquer, je crois. Vous ne savez toujours pas qui c'était ? » « Pas un mot, » dit Madame Simpkins. L'inspecteur Hawthorne a posé des questions à tout le monde. Le pauvre homme n'avait même pas de billet de train aller-retour sur lui. Il venait de quelque part, visiblement. « Mais pourquoi ici ?»« Oui, » dit Miss Marple. « Pourquoi Marleycombe ?» Ils échangèrent un moment de silence contemplatif. Puis, Miss Marple ajouta délicatement. « Croyez-vous qu'il y aurait une trace écrite si quelqu'un avait envoyé une lettre au village récemment ? Un télégramme, peut-être ? Je me demandais s'il était venu rencontrer quelqu'un. » Madame Simpkins lui lança un regard noir. « Puisque tu le dis,
Un télégramme a été livré à Laurel Cottage il y a 2 jours. Tu n'en sais rien, n'est-ce pas? Miss Marple cligna des yeux. Laurel Cottage? Vous êtes sûr? Positif. Envoyé de Londres. Très bref, juste un nom, Harcourt, et la mention arrivé vendredi. Pas de signature. Les lèvres de Miss Marple se pressèrent. C'est très intriguant, dit-elle doucement. De retour au presbytère, l'inspecteur Hawthorne informait le gendarme du village et le jeune docteur Cattermole, qui l'avait rejoint pour une autopsie. Le corps avait été transporté à Bexford le matin même, et bien que les détails médicaux fussent encore rares, l'instinct de l'inspecteur était déjà éveillé. « Un coup de couteau net, » dit le docteur Cattermole. La lame devait mesurer entre 15 et 18 centimètres. Aucune hésitation, aucun signe de lutte. Soit il n'a rien vu venir, soit il connaissait la personne. Et l'objet qu'il tenait dans sa main? Demanda Hawthorne. Encore en cours d'analyse, dit le médecin. Ça pourrait être un morceau de mouchoir, peut-être de la soie. L'inspecteur hocha la tête. De la soie. C'est cher. Il se tourna vers l'agent. Vérifiez si quelqu'un a signalé la disparition d'un client. Vérifiez également tous les hébergements, auberges et même les pensions de famille dans un rayon de 16 kilomètres. Quelqu'un a dû le voir arriver. Ce soir-là, Miss Marple était de nouveau assise près du feu, son tricot intact sur ses genoux. Lavinia lisait un roman à voix haute, mais Miss Marple n'entendait rien. Son esprit ressassait de petits détails. Un télégramme envoyé sans nom, un inconnu arrivant un jour de fête, les tulipes maculées de sang. Et le village, charmant, paisible, plein de sourires, était un endroit qu'elle connaissait trop bien pour se fier aux apparences. Tout le monde, pensait-elle, parlait de la victime, mais c'étaient les Illançaises qui l'intéressaient le plus, les choses non dites, les regards qui se détournent, le battement des mains, le tremblement des voix. « Je me demande, » murmura-t-elle, presque pour elle-même, qui a invité l'homme que personne ne prétend connaître? Lavinia leva les yeux. Qu'est-ce que c'était, Jane? Miss Marple sourit faiblement. Oh, rien, ma chérie. Je me disais juste que les tulipes étaient bizarres, vraiment. Tu sais, elles reviennent toujours au printemps, même si on oublie qu'on les a plantées. Étrange, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pousse quand on ne regarde pas? Et la pluie tombait doucement sur les vitres, comme pour laver quelque chose. Chapitre 3. Un télégramme et une tasse de thé. Le lendemain matin, la pluie tombait sans interruption sur Marlécombe, une bruine discrète et persistante qui brouillait les contours des cheminées et faisait scintiller les ruelles pavées. Les villageois se déplaçaient plus lentement, cols relevés, parapluies flottant comme d'étranges insectes polis dans la rue principale. À Laurel Cottage, Miss Marple se leva tôt et passa près d'1 heure à examiner attentivement une petite liasse de notes manuscrites. Elle prenait toujours des notes lorsque quelque chose perturbait le rythme naturel d'un lieu, et Marlécombe, avec ses haies bien entretenues et sa symétrie sociale, n'avait été profondément bouleversée. La fête s'était terminée non pas par une coupure de ruban ou une vente aux enchères de gâteaux, mais par un cadavre près des tulipes. Elle a revu ses faits, son crayon tapotant légèrement contre sa paume. Un inconnu poignardé en plein jour, sans identification. Un télégramme adressé à Harcourt, à Laurel Cottage, non signé. Béatrice Morland visiblement secouée et réticente à parler. Un morceau de soie dans la main du mort. Personne, pas un seul villageois, n'a voulu admettre qu'il connaissait cet homme. Cela, pensa Miss Marple, n'était pas naturel. Les villages ne sont pas doués pour garder des secrets. Pas les vrais. Elle se leva et alla à la fenêtre du salon. Un vélo passa en trombe dans l'allée. Le jeune Colin Drake, le garçon de course du pasteur. Derrière lui, la brume roulait doucement sur les haies comme une vapeur montante. Lavinia est apparue avec un plateau de thé et une robe de chambre rose, les yeux toujours gonflés. « Tu es debout tôt, » dit-elle en bâillant légèrement. « Il faut se lever tôt pour entendre les oiseaux, » dit Miss Marple en servant le thé. «
Ou les mensonges avant qu'ils aient eu le temps de répéter. Lavinia cligna des yeux. « J'aimerais tellement que tu ne dises pas ça. Je rêve sans cesse de tulipes qui rougissent. » Miss Marple lui tendit une tasse. « Il faut qu'on parle de ce télégramme. » Lavinia se redressa. « Oh oui, je voulais vraiment le mentionner. C'est bizarre. Je pensais que ça venait peut-être d'Harriet. Tu te souviens d'Harriet Ellison, de notre époque à Tunbridge Wells? Elle est à Londres maintenant. Mais elle n'est jamais venue. » Miss Marple haussa un sourcil. « Pourquoi signerait-elle uniquement avec votre nom de famille et pas le sien ?» Lavinia hésita. « Eh bien, maintenant que tu le dis, je suppose que c'est étrange. » Miss Marple ne dit rien, mais ses aiguilles à tricoter claquèrent plus fermement. En milieu de matinée, Miss Marple se rendit au presbytère, imperméable boutonné, bottes lacées serrées. Elle arriva juste au moment où l'inspecteur Hawthorne sortait, visiblement d'humeur ni à boire du thé ni à lire les Écritures. Il la remarqua aussitôt et lui adressa un bref signe de tête respectueux. « Miss Marple, j'aurais pu le savoir. » Elle sourit. « Bonjour, inspecteur. Je suppose que tu as déjà plusieurs longueurs d'avance sur moi. Je n'en rêverais même pas. » Il grogna. « Les empreintes digitales de l'homme ne correspondent pas. On vérifie la sécurité de la gare et des auberges. Mais personne ne s'est manifesté. » Miss Marple hocha la tête. « Alors peut-être que vous posez la mauvaise question. » « Et quelle était la bonne ?»« Pas homme s'il l'était. Mais ce qui savait-il venait. » L'inspecteur la regarda attentivement. « Vous pensez que quelqu'un du village l'a invité ? » « Je pense que quelqu'un espérait, vraiment que personne ne sache jamais qu'il était venu. » Hawthorne expira lentement. « Il y a une femme à Bexford, Eleanor Caulfield. Elle possède une maison d'hôtes. Elle dit qu'il a peut-être séjourné chez elle une fois, sous un faux nom. On vérifie. » Les yeux de Miss Marple brillèrent légèrement. « Tiens-moi au courant. La mémoire de Madame Caulfield est plus vive que sa soupe. » L'inspecteur lui adressa un sourire ironique et s'éloigna sous la bruine. Miss Marple ne rentra pas directement chez elle. Elle prit Willow Lane en direction des faubourgs de Marleycombe. Elle avait décidé, sans hésiter, qu'il était temps de rendre visite à Béatrice Morland. Béatrice vivait dans une maison mitoyenne derrière la boulangerie, où les rideaux étaient toujours trop tirés et le jardin constamment en désherbage. Son mari, Ernest, était décédé 3 ans plus tôt. C'était un homme discret qui réparait des radios et parlait rarement plus que nécessaire. Depuis son décès, Béatrice semblait plus mince et plus nerveuse. Miss Marple frappa poliment. Il y eut un silence. Puis la porte s'ouvrit légèrement. « Oh !» dit Béatrice surprise. « Miss Marple, j'espère que je ne vous dérange pas. »« Non, non, entrez, s'il vous plaît. » Le salon était excessivement chaud, avec une légère odeur de lavande et de levure. Un puzzle à moitié terminé était posé sur le buffet, et un plateau à thé avait visiblement été utilisé récemment et n'avait pas été débarrassé. Miss Marple s'assit, choisissant soigneusement la chaise offrant la meilleure vue sur la cheminée. « Tu étais à la fête, » commença-t-elle doucement. « Ça a dû être un choc. » Béatrice eut un faible rire. « Choc ? Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. » Pas un clin d'œil. Miss Marple la regarda avec bienveillance. « Tu lui as parlé, n'est-ce pas ?» Béatrice se raidit. « Je te l'ai dit. J'ai peut-être dit quelque chose en passant. » « C'est tout. » Miss Marple hocha la tête. Il semblait sûr de lui. À en juger par sa façon de se tenir, il avait l'habitude d'entrer dans une pièce en sachant qu'on l'écouterait. Le visage de Béatrice se contracta. Miss Marple continua, la voix toujours douce. « Et il savait quelqu'un à la fête. Il a dû... Sinon, pourquoi aller à une fête de village où il ne connaissait personne ?» Béatrice tendit la main vers son thé, sa main tremblant légèrement. Il a dit qu'il cherchait Harcourt. C'est tout. Le cœur de Miss Marple s'emballa, mais elle garda une expression neutre. « Et vous le lui avez dit ?» Béatrice hésita. Je lui ai indiqué le parterre. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. J'ai pensé que c'était peut-être l'un des juges. Il y a 3 Harcourt dans l'annuaire, n'est-ce pas ? Miss Marple sourit faiblement. Il n'y en a qu'un à Marleycombe.
À son retour à Laurel Cottage, Lavinia était dans le salon, en train de trier de vieilles photographies. « Jane, dit-elle, je me suis souvenu de quelque chose. » Miss Marple posa son parapluie. « Cet homme, celui qui a été assassiné. Je l'ai déjà vu. Pas récemment, mais il y a des années. À un mariage. » « Le mariage de qui ?» Lavinia feuilleta une pile de photos. « À Sybil Featherstone, ma cousine. Elle a épousé un Américain. Il avait un ami, grand, très éloquent. Je me souviens l'avoir trouvé beaucoup trop sage. Je crois qu'il s'appelait Gérald, ou Gérard. » Miss Marple repensa à ce souvenir. « Featherstone, c'est la famille qui possédait la poterie du Sussex, n'est-ce pas ?» Lavinia hocha la tête. « Ils l'ont vendue après la mort du père de Sybil. Elle a épousé un homme riche, je crois. Je n'ai plus de ses nouvelles depuis des années. » Miss Marple se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux lointains. Alors, l'homme n'était peut-être pas un inconnu au village, après tout. Juste un fil oublié, non tiré, jusqu'à maintenant. Plus tard dans la soirée, l'inspecteur Hawthorne arriva sans prévenir. Lavinia lui offrit du thé qu'il déclina. « Nous avons une pièce d'identité, » dit-il. « Gérard Hale, né en 1902, homme d'affaires, antiquaire et expert en évaluation immobilière, connu dans les milieux londoniens. Un peu escroc à mon avis. Rumeurs de chantage financier, zone d'ombre juridique. »« Du chantage » répéta Miss Marple en pinçant légèrement les lèvres. « C'est une sale affaire. » En effet, et il est lié à une certaine Eleanor Caulfield. Elle a admis qu'il avait séjourné chez elle sous un faux nom l'année dernière. Miss Marple croisa les mains. « Je me demande alors si quelqu'un à Marleycombe avait un passé qu'il croyait bien enfoui. » Hawthorne la regarde. « Et toi ?»« Je le soupçonne, » répondit calmement Miss Marple. « Et je crois que M. Hale est venu le déterrer. » Il y eut un silence. « Et quelqu'un, » ajouta-t-elle doucement, « a décidé d'enterrer lui plus tôt. » Chapitre 4. Les secrets sous l'argenterie. Le lendemain, la pluie connut une brève accalmie, et Marleycombe émergea de sa retraite humide avec un optimisme prudent. Les haies luisaient de gouttes d'eau, et le facteur, un homme solennel nommé Arthur Mudge, sifflait sans mélodie en faisant sa tournée, comme si le retour de la terre sèche était une victoire personnelle. Mais sous le soleil et l'éclat des trottoirs propres, l'air vibrait encore d'inquiétude. Un homme était mort brutalement en pleine fête du village, et le choc n'était pas encore passé. Le plus troublant était de constater que personne, ou plutôt personne ne voulait le dire à voix haute, n'avait vraiment connu Gérard Hale. C'est du moins ce qu'il prétendait. Miss Marple, pour sa part, ne croyait pas à l'ignorance universelle. Les villages, comme elle le disait souvent, sont des dépositaires de la mémoire. Tous les souvenirs n'étaient pas exacts, bien sûr, mais sa longue expérience lui avait appris que même la langue la plus réticente finissait par laisser échapper une once de vérité, souvent par accident. Ce matin-là, elle se rendit chez Madame Iris Cotterill, une femme qui avait connu tous les mariages, scandales et enterrements de Marleycombe, avant de commencer à oublier des choses. Iris Cotterill avait maintenant près de 80 ans, était presque alitée et soignée par sa nièce, une femme stoïque nommée Dorine. « J'espère ne pas vous déranger, » dit Miss Marple en entrant dans le salon chaleureux mais légèrement moisi. Une horloge résonnait avec insistance sur la cheminée, et une odeur de chou bouilli persistait malgré la fenêtre ouverte. « Pas du tout, » répondit Dorine en écartant une mèche humide de son front. « Tante Iris apprécie toujours la compagnie, du moins quand elle sait qui est en visite. » Miss Marple fut conduite à l'étage, où Madame Cotterill était allongée, calée sur des coussins, ses cheveux blancs formant un nuage autour d'un visage pâle, ridé comme une vieille carte. Son regard, cependant, était perçant. « Jane Marple, » dit-elle d'une voix étonnamment claire, « de St. Mary Mead. »« En effet, » répondit Miss Marple avec un léger sourire, « et vous n'avez pas changé d'un iota. »« Oh, quel mensonge !» dit Iris Cotterill, mais ses lèvres se retroussèrent.
Vous êtes venu pour vous renseigner sur cet homme, n'est-ce pas ?» Miss Marple ne feignit pas la surprise. « Oui, j'espérais que vous le reconnaîtriez. Gérard Hale. » Ce nom fit sursauter la vieille femme. Ses doigts tressaillirent sur la courte pointe. « Il y avait un Gérard, » dit-elle lentement. « Oui, un garçon aux cheveux noirs. Il est venu au mariage de la Featherstone. C'était, il y a 20 ans, peut-être plus. Il l'a toujours trouvé trop élégant. Vous connaissez le genre. Chaussures brillantes, dents impeccables. Il savait charmer les femmes, celui-là. Avait-il un lien avec Marleycombe ? Iris cligna lentement des yeux. Pas du coin. Un londonien, je crois. Mais je me souviens de quelque chose de particulier. Il est revenu, une fois, quelques mois après le mariage. Il s'est faufilé discrètement. Il a logé chez quelqu'un, une vendeuse, je crois. Le sac à tricot de Miss Marple n'avait jamais été bien loin, et maintenant ses doigts se sont instinctivement dirigés vers lui, non pas pour tricoter, mais pour apaiser son intérêt croissant. « Tu te souviens de quelle vendeuse ?» ?»« Non. Mais il y a eu quelques chuchotements après son départ. Il a dit qu'il avait pris quelque chose. De l'argent, peut-être ? Ou une lettre. Ça a fait du grabuge pendant une semaine, puis tout est redevenu calme. » Dorine réapparut dans la pièce à ce moment-là avec un plateau de thé et fronça les sourcils. « Tante Iris, ne laisse pas ton imagination s'emballer. » Mais Miss Marple se contenta de sourire. « L'imagination, c'est simplement la mémoire déguisée, » dit-elle en sirotant son thé. « Et la mémoire de ta tante porte très bien ses habits. » Cet après-midi-là, la Guilde des femmes organisa son déjeuner mensuel, un événement qui se poursuivit malgré le meurtre, avec toutefois plus de regards nerveux et de conversations chuchotées que d'habitude. La longue table de la théière verte était dressée avec des couverts impeccables, une nappe impeccable et une quantité impressionnante de sandwichs au concombre. Miss Marple prit place entre Madame Pettigrew, la belle-sœur du vicaire, et Miss Clarisse Bowdon, qui avait autrefois tenté d'écrire un livre sur l'histoire des techniques locales de taille des haies, et qui se considérait désormais comme une psychologue amateur passionnée. « Tout le village est sur les nerfs, » murmura Clarisse en remuant son thé trop vigoureusement. « Je parie que nous allons tous fermer nos portes à clé, pour une fois. »« Parlez pour vous, » dit Madame Pettigrew. « Je dors avec une Bible et un tisonnier. Aucun homme sain d'esprit ne me contrarierait. »« Et si le tueur n'avait pas toute sa tête ?» demanda Clarisse d'un ton dramatique. « Je crois que nous devons envisager la possibilité d'un fou. C'est souvent le cas, vous savez. Des crimes impulsifs, un effondrement émotionnel. Je doute fort que ce soit une impulsion, » intervint doucement Miss Marple. Poignarder quelqu'un proprement en plein cœur, sans résistance, suggère tout le contraire. Une main calme. Peut-être quelqu'un qui savait précisément où frapper. Clarisse marqua une pause au milieu de sa gorgée. « Eh bien, c'est plutôt effrayant, Miss Marple. Je trouve que la vérité l'est souvent. » Clarisse se pencha. « Tu sais, Béatrice Morland cherche terriblement. Je ne me sens pas bien ces derniers temps. » Les yeux creux, distrait. Ce genre de choses en dit long, à mon avis. Miss Marple inclina la tête mais ne dit rien. Les ragots, d'après son expérience, étaient plus utiles lorsqu'ils n'étaient pas provoqués. De l'autre côté de la table, des murmures s'élevèrent lorsque l'inspecteur Hawthorne entra dans le salon de thé. Son apparition à la Guilde des femmes était aussi incongrue qu'un chat à une exposition canine. Il fit un signe de tête au groupe et s'approcha de la table de Miss Marple. « Désolé de vous interrompre, mesdames. » Madame Pettigrew renifla. « Vous interrompez le thé, inspecteur. Il a intérêt à être bon. » Hawthorne se tourna vers Miss Marple. « Un mot, si vous me le permettez. » Elle se leva sans faire d'histoire et le suivit jusqu'à l'arrière de la boutique, où les gâteaux au thé étaient disposés en pyramide soignée. « Nous avons retracé les déplacements de Hale, » dit-il. « Il a passé une nuit dans une maison d'hôte à Bexford sous le nom de G. Hollings. Il est arrivé la veille de la fête. Il a dit à la propriétaire qu'il retrouvait un vieil ami à Marleycombe, sans préciser son nom. Il est reparti le lendemain matin en train. Il a acheté un billet aller-retour pour Marleycombe. » « Il avait donc l'intention de retourner à Bexford ?» demanda Miss Marple.
Apparemment, mais jamais. Quelque chose le retenait ici, ou quelqu'un, et la soie dans sa main, un coin déchiré d'un foulard en soie, monogrammé, BM. Miss Marple ne réagit pas, visiblement, mais quelque chose bougea derrière ses yeux. « Cela va droit au but, » dit-elle doucement. « Oui, Béatrice Morland. » Ce soir-là, Miss Marple était de nouveau assise dans le salon de Laurel Cottage, le feu crépitant doucement derrière elle, les tulipes à l'extérieur n'étant plus que de faibles ombres dans l'obscurité croissante. Lavinia somnolait sur sa chaise, un roman sur ses genoux, le bord de son châle traînant dangereusement près des braises. Miss Marple, cependant, resta droite et pensive. Les initiales correspondaient, les témoignages concordaient, mais quelque chose dans son instinct, cette intuition discrète et raffinée, affinée au fil de décennies de garden party, d'enterrements et de conversations surprises, lui disait que ce n'était pas si simple. L'homme était revenu à Marleycombe pour une raison, mais pas nécessairement pour Béatrice. Miss Marple repensa au télégramme. Harcourt. Arrivé vendredi. Ce n'était pas un mot adressé à un amant ou à une victime de chantage. C'était un message professionnel, concis. Haley parlait-il de Lavinia? Le message lui était-il destiné? Ou avait-il été intercepté? Si Hale était revenu une fois auparavant, des années auparavant, et avait provoqué des rumeurs et des vols, quelle affaire inachevée l'avait ramené maintenant? Elle regarda à nouveau les tulipes à travers la fenêtre, se courbant dans le vent du soir. C'étaient de belles choses, fières, voyantes, majestueuses. Mais en dessous, si l'on creuse, on peut trouver toutes sortes de racines enterrées, ou des secrets, ou des corps. Chapitre 5. Une visite du passé. C'était jeudi matin quand la deuxième vague se fit entendre. Pas aussi forte que les cris de la fête, ni aussi choquante que la vue du corps de Gerard Hale, affalé parmi les tulipes du révérend Elton. Mais elle était troublante à sa manière, subtile, comme un souffle de vent emportant avec lui le plus léger parfum d'une chose enfouie depuis longtemps. Miss Marple venait de finir de beurrer ses toasts lorsque la sonnette retentit à la porte de Laurel Cottage. Lavinia, toujours en robe de chambre, leva les yeux de son thé. « Qui peut bien être ça à cette heure-ci? » « Il est à peine 8h30. » Miss Marple se leva et s'essuya les mains avec sa serviette. « Je suppose, » dit-elle doucement, « que c'est quelqu'un qui a attendu assez longtemps. » À la porte se tenait une femme d'une quarantaine d'années, habillée à la mode malgré les années de voyage, vêtue d'un manteau vert foncé, de gants assortis, et affichant une légère attitude de défi nerveux. Elle avait des pommettes saillantes, une mâchoire carrée, et des yeux qui avaient autrefois su sourire, mais qui ne l'avaient plus fait récemment. Sa valise était à ses pieds. « Mademoiselle Harcourt ?» demanda-t-elle. Lavinia apparut derrière Miss Marple, serrant sa robe de chambre. « Oui, » dit prudemment Lavinia. L'expression de la femme vacilla. « Je suis Sybil Featherstone, ou Sybil Layton maintenant. Vous vous souvenez peut-être. » Le visage de Lavinia a changé. « Sybil, ma parole, ça a été année. Tu as l'air, tu as l'air bien changé. »« Je n'hésite pas, » répondit Sybil d'une voix cassante. « Puis-je entrer ?» Ils la firent entrer. La chaleur du salon apaisa quelque peu sa tension, même si elle refusa le thé et s'assit au bord du fauteuil, hésitant à rester. « Je ne suis pas venue à la légère, » a déclaré Sybil. « Mais après ce qui s'est passé, après que les journaux ont révélé son nom... » « Vous connaissiez Gerard Hale ?» demanda doucement Miss Marple. Sybil fit un signe de tête serré. « Il était à mon mariage. »« Ça, tu le sais ? Mais ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un ami de mon mari. Il était... le mien. » Il y eut une pause. « Un ancien amant ?» demanda Miss Marple sans broncher. Sybil parut surprise, puis presque reconnaissante. « Oui, mais pas dans un sens doux ou sentimental. J'étais jeune, idiote.
et il avait le don de s'immiscer dans la vie des gens. On aurait pu croire que c'était nous qui contrôlions la situation, mais ce n'était pas le cas. Lavinia posa sa tasse de thé avec plus de bruit que nécessaire. « Je ne savais pas, ma chérie. »« Tu n'as rien dit. »« Je ne pouvais pas, » dit Sibylle. « Il avait des lettres. Les miennes. D'avant le mariage. Il menaçait de les envoyer à Charles, mon mari, si je ne le payais pas. Je n'avais pas grand-chose à l'époque, mais j'ai vendu un collier. Je lui ai envoyé l'argent. Et c'est tout. Enfin, c'est ce que je croyais. »« Mais ce n'était pas le cas, » dit Miss Marple. « Non, il est revenu, une fois, environ 6 mois plus tard. Il a dit qu'il en voulait plus. Je lui ai dit que j'irais voir la police. Il a ri. Il a dit que si je disais un mot, les lettres finiraient dans le bureau de mon mari le lendemain matin. Et a-t-il eu plus d'argent ? » Sibylle hésita. « Oui, cette fois je l'ai emprunté, discrètement. J'ai dit à Charles que je devais aider un ami en difficulté. Il n'a jamais remis ça en question. » Sa voix devint plus douce. « Puis Gérard a de nouveau disparu, jusqu'à la semaine dernière. »« Comment saviez-vous qu'il viendrait ? » demanda Miss Marple. « Je ne l'ai pas reçu. Pas directement, mais j'ai reçu un télégramme. Non, signé. Juste ces mots. Marlécombe. Vendredi. Affaires à régler. » Lavinia fronça les sourcils. « Alors le télégramme ne m'était pas du tout destiné. »« Non, » dit Sibylle. « J'ai utilisé ton nom, ton adresse, il y a des années. Quand j'ai écrit à Gérard la 2e fois, je ne pouvais pas l'envoyer de chez moi. Je lui ai dit de m'écrire soin de mademoiselle Harcourt. Je suppose qu'il s'en souvenait. Et au lieu de répondre par écrit, il est venu en personne, » dit doucement Miss Marple. Sibylle hocha la tête. Et il devait manquer de temps, ou de patience. L'inspecteur Hawthorne écouta la déclaration de Sibylle 1 heure plus tard dans le bureau du vicaire. Ce dernier se tenait au bord de la pièce, l'air profondément gêné d'entendre de telles confessions sous son toit. Sibylle raconta son histoire sans fioriture. Elle répondit clairement à chaque question, avec un courage las que Miss Marple reconnut, la résilience d'une femme qui avait vécu trop longtemps dans l'ombre. Quand elle eut terminé, Hawthorne tapota son stylo contre son carnet. « Cela donne un motif, » dit-il finalement. « Un motif puissant. »« Cela donne aussi une chance, » dit Sibylle. « Je savais où il serait. J'étais à la fête. »« Mais 50 autres l'étaient aussi, » intervint Miss Marple. « Et il ne faut pas confondre proximité et culpabilité. »« Alors parlons franchement, » dit Hawthorne. « Vous l'avez rencontré ?» Sibylle marqua une pause, puis hocha la tête. « Oui, près de la remise du vicaire. Je lui ai dit que je n'avais plus rien à donner, que j'en avais assez d'avoir peur. » Il sourit comme si cela l'amusait. « Que s'est-il passé ensuite ? » ?»« Je suis parti. Et il était toujours en vie. » Hawthorne n'insista pas davantage, ni devant Miss Marple ni devant le vicaire, mais son regard était perçant et calculateur. Miss Marple attendit que Sibylle ait quitté la pièce. « Tu ne la crois pas, » dit-elle. « Je crois qu'elle a dit la vérité, » répondit Hawthorne. « Mais passe tous de cela. » Miss Marple pencha la tête. « Vous pensez qu'elle est capable de meurtre ? » ?»« Je pense que tout le monde l'est, si on le pousse suffisamment loin. » Plus tard dans la journée, Miss Marple traversa le village, les mains dans ses manches et les pensées aussi lourdes que les nuages qui revenaient au-dessus de sa tête. L'histoire de Sibylle changea la donne, précisant les contours du mobile, mais Miss Marple sentit que la forme du meurtre ne correspondait pas tout à fait. Sibylle était blessée, certes, et courageuse à sa manière. Mais Miss Marple n'avait pas l'air de quelqu'un qui poignarderait un homme en pleine poitrine en public. Elle n'avait pas non plus parlé comme quelqu'un de soulagé d'être débarrassé de lui. Elle avait parlé comme une femme craignant que quelque chose de pire ne se produise. Elle repassa devant la boulangerie de Béatrice Morland, dont la porte était fermée et les stores à moitié baissés. Béatrice n'avait pas été vue ce matin-là. Et puis il y avait la question du foulard. Les initiales BM pointaient toujours directement vers Béatrice. Mais Miss Marple, toujours attentive, se souvint d'une phrase que Béatrice avait dite en passant, des années auparavant, lors d'un atelier de couture à l'église.
Un souvenir lui revint alors avec une clarté soudaine. Mon nom complet avait écrit Béatrice sur sa broderie, et Béatrice Maud, d'après ma grand-mère. Mais je n'utilise jamais le Maud, je déteste ce nom. Miss Marple s'arrêta devant l'épicerie, un petit sourire aux lèvres. Il y avait eu autrefois une autre femme, grande, élégante, mystérieuse, qui avait brièvement visité Marlécombe et n'était jamais revenue. Son nom, Miss Marple s'en souvenait maintenant, était Barbara Maud, un cousin de Béatrice. Personne ne pensait beaucoup à elle à l'époque, mais elle était proche de quelqu'un, très proche. Et cette personne, Miss Marple était prête à parier, était Gerard Hale. Ce soir-là, alors que la pluie recommençait et que les tulipes à l'extérieur de Laurel Cottage brillaient de rouge et d'humidité, Miss Marple sortit une nouvelle feuille de papier à lettres. Elle a écrit une seule phrase en haut. « Les tulipes saignent, mais qui a planté les bulbes ?» Puis elle a commencé à énumérer des noms. Pas de suspects, mais de secrets. Parce que dans un village comme Marlécombe, les secrets ne meurent pas facilement. Et quelqu'un, quelque part, en gardait encore un, soigneusement plié, rangé comme une lettre dans un tiroir oublié. Elle avait l'intention de l'ouvrir. Chapitre 6. L'ombre dans la photographie. Ce soir-là, Miss Marple était assise à son bureau, éclairée par la lueur dorée d'une unique lampe, tandis que le vent claquait doucement contre les fenêtres de Laurel Cottage. Les pages devant elle, notes, bribes, noms mémorisés, n'étaient pas encore une solution mais une carte. Et elle avait toujours été douée avec les cartes. Elle n'était pas détective de métier et ne prétendait pas l'être. Mais c'était une femme qui avait observé la vie, mariage, querelle, marché, secret. Elle avait vu l'orgueil ridiculiser les hommes et la honte contraindre les femmes au silence. Les gens, disait-elle souvent, étaient comme des patrons de tricot. En examinant attentivement les rangs, on pouvait toujours repérer les erreurs. Et quelque chose, certainement, s'était très mal passé à Marlécombe. Elle s'arrêta alors sur un nom en particulier, Barbara Maud, la cousine de Béatrice, ou plutôt sa cousine au second degré, tranquille, grande, élégante, à la manière inabordable. Miss Marple se souvenait bien de sa visite au village, il y a près de 10 ans maintenant. Arrivée de Londres, elle y était restée un mois, avait charmé le vicaire, irrité la guilde des femmes, et disparu sans dire adieu. La rumeur avait évoqué un scandale, mais avec la douceur que les villages affectionnent. Une déception, un malentendu, pas vraiment le truc. La mémoire de Miss Marple s'est aiguisée. Barbara avait été vue marchant près des bois avec un homme grand, aux traits anguleux, chaussé de chaussures londoniennes. Personne n'avait alors établi de lien entre lui et Gerard Hale. Pourquoi l'aurait-il fait? Il n'avait aucun nom dans le village, et elle n'avait aucun passé qu'il souhaitait examiner. Mais Miss Marple vit maintenant ce qu'ils avaient manqué. L'écharpe trouvée serrée dans la main de Gerard Hale portait les initiales BM. Tout le monde, y compris la police, avait supposé que BM désignait Béatrice Morland. Mais il y en avait eu un autre, Barbara Maud, et Barbara avait disparu. Le lendemain matin, Miss Marple fit part de ses soupçons, habillée, comme toujours, dans le langage le plus poli, à l'inspecteur Hawthorne. Ils se sont rencontrés au presbytère où le révérend Elton avait gracieusement offert du thé, puis ont immédiatement trouvé un travail urgent dans la sacristie. Miss Marple attendit qu'il soit seul avant de parler. « Inspecteur, avez-vous déjà pensé que l'écharpe n'appartenait peut-être pas à Béatrice Morland ?» Hawthorne leva les yeux, sa tasse à moitié portée aux lèvres. « C'est son monogramme. »« C'est un monogramme, » corrigea doucement Miss Marple. « Les initiales sont monnaie courante. J'ai connu une femme qui avait autrefois brodé M.E. sur tout son linge et qui a semé la confusion lorsqu'une certaine Miss Margaret Everley a emménagé à côté. La moitié du village pensait qu'ils avaient fusionné les foyers. » Hawthorne soupira. « Tu crois que quelqu'un d'autre possédait l'écharpe ? »
Je pense que quelqu'un d'autre possédait le passé que Gérard Hale a apporté avec lui, et je pense que ce passé n'était pas celui de Béatrice, mais celui de Barbara. Il fronça les sourcils. Barbara Maud. Je ne me souviens pas de ce nom dans nos archives. Elle est partie il y a des années, mais je crois qu'elle avait une histoire avec M. Hale, une histoire qu'elle n'aurait peut-être pas voulu révéler. Où est-elle maintenant? C'est la question, n'est-ce pas? Avec la permission de l'inspecteur, Miss Marple commença à poser discrètement des questions sur Barbara Maud. Elle rendit de nouveau visite à Madame Simpkins au bureau de poste, apparemment pour poster une lettre, mais plus précisément pour réveiller des souvenirs. « Barbara ?» demanda Madame Simpkins, les yeux plissés par l'effort de se souvenir. « Grande fille, cheveux noirs, un peu prétentieuse à mon avis, jamais fréquentée par les filles du coin. Elle travaillait dans la mode, je crois. Enfin, elle disait y être. Est-elle partie soudainement? Demanda Miss Marple. Oh, oui. Un jour elle était là, et le lendemain elle était partie. Pas d'adresse de réexpédition. Béatrice a dit qu'elle était partie en France, mais je n'y ai jamais vraiment cru. Est-ce qu'elle a écrit? Pas pour moi. Mais quelqu'un sûrement avait eu de ses nouvelles. Une femme ne disparaît pas d'un village comme Marlécombe sans que personne ne s'en aperçoive. Miss Marple commença à éplucher sa liste mentale, ces recoins tranquilles du village où les souvenirs s'accrochaient comme du lierre aux briques. L'un de ces endroits était la Marlécombe Photography Society. Ils se réunissaient 2 fois par mois au-dessus de la boutique du primeur, tenue par un veuf timide nommé Leonard Pike. Il collectionnait les photographies comme d'autres collectionnaient les timbres, et il avait l'habitude de tout garder. Miss Marple arriva juste à la fin de la séance du jeudi. « Mademoiselle Marple !» s'exclama-t-il, légèrement troublé. « Êtes-vous là pour nous rejoindre ?»« Juste pour regarder, » dit-elle gentiment. « Je me demandais si tu avais encore les vieux albums de la fête. »« Oh oui, » dit-il en allumant une cigarette. « Tout est archivé. Je les classe par année. C'est vraiment nul avec les noms, voyez-vous. Mais je n'oublie jamais un visage. » Elle le suivit dans l'arrière-boutique, où des cartons de photographie étaient soigneusement empilés. Il en ouvrit un étiqueté 1936 à 1942 et en sortit une collection reliée. Miss Marple feuilletait des pages où l'on voyait des enfants sourire, des banderoles, des concours de gâteaux. Et puis, là, une photo de la fête du printemps, vieille de près de 10 ans. Les tulipes étaient là, aussi éclatantes alors qu'aujourd'hui, et à côté d'elle, Barbara Maud. Elle souriait, se penchant légèrement vers un homme grand en costume, avec une expression trop lisse pour être digne de confiance. Miss Marple toucha le bord de la photo. « Puis-je emprunter ceci ?»« Bien sûr, » dit Léonard. Je ne la connaissais pas bien, mais c'était très agréable à photographier. C'est triste ce qui est arrivé. Miss Marple se retourna. « Quoi a fait arriver ?» Il marqua une pause. « Eh bien, je ne sais pas. Juste qu'elle n'est jamais revenue. J'ai toujours cru qu'elle était partie à l'étranger. Mais il y avait une rumeur, il y a longtemps, selon laquelle elle avait, vous savez, eu des ennuis. » Miss Marple hocha la tête. À Marlécombe, avoir des ennuis peut signifier beaucoup de choses, mais rarement rien. Cet après-midi-là, Miss Marple retourna à Laurel Cottage et déposa soigneusement la photographie sur la table du salon. Lavinia se pencha dessus, les yeux plissés. « Mon Dieu, s'esteste Barbara. Regarde comme elle est proche de lui. » « Ce n'était pas seulement de la proximité, » dit Miss Marple. « Regardez leur posture. Ils sont penchés vers l'intérieur. De la familiarité, peut-être de l'affection. Et, pourtant, personne n'a jamais parlé d'eux comme d'un couple. »« Eh bien, » dit sèchement Lavinia, Barbara avait une façon de garder ses secrets pour elle. Miss Marple s'assit, les mains jointes. « Imaginez, » dit-elle lentement, « que Gérard Hale revienne non pas pour faire chanter Sibylle, mais pour retrouver Barbara. Imaginez qu'il la croit encore là, ou dans les environs. Imaginez qu'il porte quelque chose d'elle, un foulard peut-être, pour prouver qu'il la tenait toujours, même après toutes ces années. Mais Barbara n'a pas été vue depuis une décennie. » « Exactement.
Lavinia leva les yeux, surprise. « Tu penses qu'elle est morte ?»« Je pense, » dit Miss Marple, « qu'elle est enterrée dans un endroit que personne n'a cherché, et que quelqu'un dans ce village sait précisément où. » Le lendemain, une alerte discrète arriva de Bexford. L'écharpe dans la main de Hale avait été formellement identifiée comme étant de la soie teinte sur mesure. Une série limitée, produite par une boutique de Chelsea en 1937. Seulement 30 foulards ont été fabriqués dans ce style. L'un d'eux a été vendu à une certaine Barbara Maud. Pas Béatrice, pas Béatrix, Barbara. Et elle n'était jamais revenue pour réclamer les gants assortis. Miss Marple prit la nouvelle comme une confirmation. Gérard Hale n'était pas venu extorquer quelqu'un cette fois. Il était venu à trouver quelqu'un. Et au lieu de cela, il avait été tué, non pas à cause de ce qu'il voulait, mais à cause de ce qu'il savait. Miss Marple en était désormais certaine. Quelqu'un avait tué pour empêcher la révélation d'un second secret. Non pas la honte de Sibylle, mais la disparition de Barbara. Et cela signifiait que le meurtrier n'était pas la femme à la fierté blessée, mais celui qui a quelque chose de bien pire à perdre. Chapitre 7. Le jardin qui se souvenait samedi matin, un étrange silence semblait s'être installé sur Marleycombe. Ce n'était pas seulement le brouillard, bien qu'épais, rampant le long des haies et adoucissant les contours des chaumières et des clôtures. C'était quelque chose dans l'air, une sorte d'attente, comme si le village lui-même retenait son souffle. Miss Marple le sentit aussitôt, s'avançant dans l'humidité grise, sa canne et une douce écharpe glissées sous son manteau. Laurel Cottage se trouvait légèrement en hauteur, et depuis son portail, elle pouvait apercevoir la lisière de la place du village où se dressaient encore les parterres de tulipes. Une joyeuse explosion de pourpre sur fond de brouillard. Mais en dessous, elle voyait bien plus que des fleurs. Elle a vu une tombe qui n'avait jamais été marquée, et quelqu'un de très effrayé, avait gardé ce terrain intact pendant 10 ans. Ce matin-là, elle ne se dirigea pas vers les magasins, ni vers le presbytère, mais emprunta plutôt un chemin rarement utilisé entre Laurel Cottage et le vieux mur de briques qui marquait la limite du plus ancien domaine de Marleycombe, Hawthorne Grange. La maison était restée vide pendant plusieurs années. Autrefois propriété du colonel Devril et de sa sœur, mademoiselle Clarissa, elle était tombée en ruine après la mort du colonel et le transfert de sa sœur dans une maison de retraite du Wiltshire. Le terrain était envahi par la végétation, les haies hirsutes, le bassin d'agrément verdoyant d'abandon. Mais c'était le jardin que Miss Marple était venue voir, pas les massifs de devant. Ils avaient été vidés par la municipalité ces dernières années, mais la partie plus ancienne et plus sauvage à l'arrière, celle avec la serre en ruine et le cadran solaire brisé. Miss Marple se souvenait d'une phrase que Lavinia avait dite un jour, avec désinvolture, lors d'un thé d'été. Les Devril avaient leur propre petite porte de jardinier, vous savez. Ils laissaient passer Barbara quand elle venait lui rendre visite. Barbara Maud avait souvent fait le grand détour, évitant la rue principale. Elle s'était faufilée par les jardins à l'arrière, parce que c'était privé, parce que personne ne la verrait. Miss Marple se tenait maintenant devant le portail rouillé et frappa le loquet. Il tenait à peine, mais elle le poussa et s'enfonça dans la végétation. Le jardin était silencieux, pas mort. Quelques fleurs robustes persistaient, mais oubliées. La terre s'était ameublie sous les pluies récentes, et la mousse s'accrochait à chaque pierre. Elle se fraya un chemin lentement à travers les orties, contournant le hangar à rempotage effondré, jusqu'à un petit coin de terre, juste sous un sureau affaissé, étrangement dépourvu de mauvaises herbes. Il y avait une petite montée là-bas, pas vraiment un monticule, mais pas plat non plus, et quelqu'un, à un moment donné, avait planté des myosotis à proximité. Miss Marple se pencha lentement, les genoux raides. Elle n'avait pas besoin de creuser. Elle n'a pas vouloir de vous, mais elle savait ce qu'on y trouverait. Et elle savait aussi qui avait planté les fleurs. Cet après-midi-là, la police arriva en force discrète.
L'inspecteur Hawthorne, appelé par un message parfaitement poli mais indéniablement ferme de Miss Marple, se tenait avec 3 agents dans le jardin de Vril, tandis qu'une équipe de police scientifique déterrait délicatement le sol. Cela n'a pas pris longtemps. Enveloppés dans une toile cirée, attachés avec du fil de fer sous une profondeur de terre de 45 centimètres à peine, ils découvrirent un corps, ou ce qu'il en restait. La décomposition avait fait son œuvre, mais des boutons, des restes de tissu et, plus révélateur encore, un étui à cigarette en argent gravé « BM » confirmèrent ce que Miss Marple savait déjà. Barbara Maud n'avait jamais quitté Marleycombe. Elle avait été enterrée ici, sous un arbre, dans un jardin oublié, juste à l'extérieur des limites des ragots et de la vue. « Vous êtes sûr que c'est elle ?» demanda Hawthorne à voix basse, debout près du portail avec Miss Marple. « Aussi certaine que je le suis que les crocus fleurissent au printemps, » répondit Miss Marple. Barbara était élégante. Elle avait un manteau particulier, gris foncé avec des boutons ivoire, et elle portait des gants même en été. Les restes sont assortis. Hawthorne expira lentement. « Qui aurait pu faire ça ?»« C'est la question, » dit Miss Marple. « Mais ce devait être quelqu'un qui avait accès au jardin, quelqu'un qui connaissait bien les lieux, quelqu'un en qui Barbara avait suffisamment confiance pour le suivre dans les buissons. » Hawthorne resta silencieux un instant. « Béatrice ?» Miss Marple secoua la tête. « Non, Béatrice est trop fragile, trop effrayée. Elle manque de froideur. Non, je crois que quelqu'un d'autre a amené Barbara ici. Quelqu'un qui voulait son silence, ou qui voulait qu'elle parte. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Et si Barbara n'était pas la victime au départ? Et si elle représentait une menace ?» « Une menace ?»« À la position de quelqu'un, ou à sa réputation, peut-être même à son mariage. » Elle regarda fixement l'inspecteur. « Est-ce qu'on sait à qui appartenait ce terrain il y a 10 ans ?» Hawthorne pensa. « Les Devril. » Mais il n'était pas là toute l'année. Le colonel voyageait. Sa sœur Clarissa, elle vivait en recluse. Ensuite, quelqu'un a utilisé le jardin pendant leur absence. Les yeux de Miss Marple dérivèrent sur le cadran solaire fissuré. Et quelqu'un l'a gardé secret pendant 10 ans. Le soir venu, la nouvelle de la découverte s'était répandue, comme toujours, à Marleycombe. Les parterres de tulipes n'étaient plus le sujet de conversation du village, ni même la mort tragique de Gerard Hale. Maintenant, c'était le corps dans le jardin. Les vieux villageois se souvenaient de Barbara Maud avec des souvenirs soudains et vifs. Une fille charmante, mais trop réservée. Elle avait des secrets, celle-là. Je n'ai jamais aimé son parfum. Et Miss Marple, assise une fois de plus dans le salon avec son tricot intact, écoutait attentivement tout cela. Mais elle attendait, en attendant la seule personne qui n'avait pas encore réagi. Et quand on frappa enfin à 9h moins le quart, elle se leva sans surprise. L'inspecteur Hawthorne se tenait dans l'embrasure de la porte, son manteau humide de buée. « Nous avons parlé à Clarissa Devril par téléphone, » a-t-il déclaré. Elle a dit que la seule personne possédant un double de la clé du portail du jardin était sa gouvernante à ce moment-là. Miss Marple attendait. Sybil Layton. Il y eut un silence. Elle était amie avec Barbara, poursuivit l'inspecteur. Du moins, elle l'a dit. Mais elle ne l'a jamais mentionné une seule fois dans ses aveux concernant Hale. Elle n'a jamais admis qu'elle se connaissait. Pourquoi? Miss Marple parlait doucement. Parce qu'elle avait honte, non pas de Barbara, mais d'elle-même. Le lendemain matin, Sybil Layton a été amenée pour un interrogatoire formel. Ce n'était pas une arrestation, pas encore, mais son attitude avait changé. L'assurance polie avait disparu. Elle paraissait fatiguée, le visage tiré, les mains fermement jointes sur ses genoux. L'inspecteur Hawthorne a posé ses questions avec un calme professionnel. « Connaissiez-vous Barbara Maud ?»« Oui, » répondit Sybil. « Nous étions proches pendant un temps. »« À quelle distance ?»« Plus près que je ne voulais le laisser paraître. Elle était audacieuse. Je l'admirais. Je l'enviais. » « Et que s'est-il passé ?»« J'ai épousé Charles, » dit Sybil.
Elle n'était pas d'accord. Elle disait que je privilégiais le confort au courage. As-tu? Sibyl baissa les yeux. Oui. Et qu'est-il arrivé à Barbara? Elle m'a dit qu'elle partait, qu'elle en avait assez de la vie de village, qu'elle partait pour Paris. Mais elle n'est jamais partie. Je n'ai jamais su pourquoi. Miss Marple, assise tranquillement à l'écart, l'observait attentivement. « Tu ne l'as pas tuée, dit-elle doucement. Sibyl leva les yeux, surprise. « Non. Mais tu as menti pour protéger quelqu'un. » Sibyl resta très immobile. Puis, finalement, elle prononça un nom. Gérard. Chapitre 8. Une mort dont on se souvient. Un silence gardé. Sibyl Layton était assise dans un coin du bureau du presbytère, les mains jointes sur ses genoux, la peau de ses jointures pâles sous la pression. Dehors, la pluie était revenue, douce et régulière, tapant contre les fenêtres comme un rappel. Elle paraissait plus petite que d'habitude, non seulement fatiguée, mais aussi dépouillée de l'élégant vernis qu'elle portait si soigneusement comme une armure. L'inspecteur Hawthorne se tenait près de l'âtre, un carnet fermé dans les mains. Il n'avait plus posé de questions depuis que le nom lui avait échappé. Gérard. Et Miss Marple, assise à côté du plateau de thé intact depuis qu'il avait été disposé 1 heure auparavant, attendait simplement. C'est Sibyl qui a finalement brisé le silence. « C'était un accident », dit-elle si doucement que l'inspecteur dut se pencher pour l'entendre. Ou du moins, ça a commencé comme ça. Mais bon, je suppose que ça n'existe pas, n'est-ce pas? Pas vraiment. Pas quand on a raison. « Vas-y, » dit Hawthorne. Le regard de Sibyl se posa sur la fenêtre obscure. Barbara et moi étions proches, oui, plus que des amis. J'admirais sa liberté, sa façon de se comporter, sa façon de ne jamais demander la permission pour sa vie. Je l'enviais. « Elle connaissait Gérard ?» demanda doucement Miss Marple. « Oui, » murmura Sibyl. « C'est comme ça que je l'ai rencontré. Il était à elle en premier. Et puis, il voulait quelque chose de différent, dit-elle. Quelqu'un de plus discret. Quelqu'un qui ne le défierait pas. Il me trouvait amusante. La douce, m'appelait-il. J'étais trop jeune pour savoir que ce n'était pas un compliment. » Sa voix se brisa. Elle prit une inspiration. Quand il s'est lassé de moi, il est retourné vers Barbara. Ou a essayé. Elle n'a pas voulu de lui. Et puis, il a parlé de sa liaison à Charles. « Votre mari ?» demanda Hawthorne. Elle hocha la tête. Gérard a laissé une lettre chez nous pendant l'absence de Charles, anonyme, mais contenant des détails que lui seul pouvait connaître. J'ai supplié Charles de ne pas la lire et, par chance, je l'ai interceptée à temps. Mais ce n'était pas la fin, a déclaré Miss Marple. Non, répondit Sibyl. Barbara était furieuse. Elle l'a confronté, lui a dit qu'il ruinait des vies pour le sport, qu'elle allait le dénoncer. Quand était-ce? L'été avant sa disparition, en juin je crois. Ils se sont disputés à la fête, qui plus est. Il l'a menacée. Comment l'as-tu menacée? Il a dit que si elle parlait de ce qu'il avait fait, à moi, à d'autres, il détruirait sa réputation. Il a dit qu'il avait des lettres, des photos, des choses qui feraient en sorte qu'elle ne soit plus jamais la bienvenue en bonne compagnie. L'inspecteur Hawthorne se pencha. « Avez-vous été témoin de cette dispute ?» Sibyl hésita. « Non, mais elle est venue me voir après. Elle avait peur. Je ne l'avais jamais vue aussi effrayée. Elle a demandé à rester pour la nuit. » Et elle l'a fait? Oui. Mais le lendemain matin, elle était partie. Elle est partie avant mon réveil. Je pensais qu'elle était partie à Paris, comme elle l'avait toujours dit. Mais, plus tard dans la semaine, j'ai revu Gérard près de Hawthorne Grange. Et tu ne l'as pas confronté? Je ne pouvais pas. J'avais peur. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Mais j'ai senti quelque chose. Et puis il a disparu aussi pendant des années. Je me suis convaincu qu'il l'avait suivi en France. Miss Marple se pencha en avant. Mais quand il est devenu la semaine dernière, tu le savais, n'est-ce pas? Les yeux de Sibyl s'emplirent de larmes. Oui, il est venu à la fête. Je l'ai vu près des tulipes.
Et à cet instant, j'ai su. Barbara ne s'était pas enfuie. Il lui avait fait quelque chose. L'as-tu confronté ? Je l'ai fait, derrière le chapiteau. Je lui ai dit que je savais ce qu'il avait fait. Il a ri. Il a dit que j'étais toujours aussi naïve. Et puis, il a dit qu'elle l'avait mérité, qu'elle allait le ruiner et que personne ne la retrouverait jamais. Elle leva les yeux vers l'inspecteur, presque suppliant. Je ne l'ai pas tué, mais je le voulais. Lorsque Sibyl quitta le presbytère 1 heure plus tard, non pas en état d'arrestation mais sous surveillance, mademoiselle Marple resta avec l'inspecteur Hawthorne. Le feu s'était éteint. Un froid humide envahit la pièce. « Ce n'est pas elle la tueuse, » dit doucement Miss Marple. Hawthorne se frotta la mâchoire. « Non, elle a peut-être souhaité sa mort, mais elle ne l'a pas fait. Si elle l'avait fait, elle n'aurait pas avoué. » Il marqua une pause. « Mais elle nous a donné un mobile. Et une chronologie. » Miss Marple hocha la tête. « Oui. Mais nous ne savons toujours pas comment Hawthorne leva les yeux. Il a été poignardé. Une fois, proprement, en plein cœur. Vous l'avez dit vous-même, c'était délibéré, pas précipité. Ce n'est pas le genre de chose qu'une femme effrayée ferait en panique. Non, répondit Miss Marple, et certainement pas en pleine fête, où n'importe qui aurait pu me voir. Elle s'arrêta. Mais tu sais ce qui me laisse perplexe ? Quoi ? L'écharpe. Il fronça les sourcils. Et alors ? Elle a dit qu'elle n'avait pas vu les affaires de Barbara depuis des années, que Barbara avait quitté la maison avant le matin. Mais ce foulard, celui retrouvé dans la main de Hale, était à Barbara, ce qui suggère qu'il le lui a pris. « Ou d'Eldest chose », dit Miss Marple d'un ton appuyé, ce qui voudrait dire que quelqu'un les avait. Quelqu'un les avait gardés, pendant des années. Les yeux de Hawthorne se rétrécirent. Vous suggérez que Barbara n'a pas laissé ses affaires derrière elle par accident. Miss Marple ne dit rien, mais l'expression de son visage était une réponse suffisante. Le lendemain matin, Béatrice Morland s'est effondrée dans la boulangerie. Ce n'était pas dramatique, pas de halètement, pas de cris, juste un lent et silencieux effondrement derrière le comptoir, un plateau de sablé lui tombant des mains. C'est le jeune livreur qui l'a trouvée, et en quelques minutes, la nouvelle s'était répandue à Marlécombe comme une pierre jetée sur un étang calme. Le docteur Cattermole l'a soignée et a déclaré qu'il s'agissait d'un évanouissement dû à la nervosité et à la négligence. Elle a été gardée à la maison en observation, et Miss Marple, en apprenant la nouvelle, n'a pas hésité. Elle arriva auprès de Béatrice avec du bouillon et du linge propre, mais surtout avec des questions. La boulangerie était fermée. Le salon était sombre. Béatrice était allongée sur la chaise longue, une couverture tricotée sur les genoux, les yeux fermés, mais pas endormie. Lorsque Miss Marple entra, Béatrice tressaillit légèrement. « Tu es venue pour demander, » dit-elle d'une voix rauque. « Oui, » répondit doucement Miss Marple, « à propos de Barbara. » Béatrice émit un faible gémissement, mi-chagrin, mi-culpabilité. « C'était ma cousine, » murmura-t-elle, « mais plutôt une sœur. Elle a vécu avec moi un temps, après la mort de son père. Personne ne le savait, pas vraiment. On gardait ça secret. Elle voulait l'indépendance, pas la pitié. Elle est restée avec toi jusqu'à l'arrivée de Gérard. Sa voix s'est brisée. Il a été horrible avec elle. Je l'ai vu. Il l'a usée jusqu'au bout, et quand elle a essayé de le quitter, il a recommencé à tourner autour d'elle, à l'observer, à la menacer. Et puis, un soir, elle est rentrée tremblante. Elle a dit qu'elle devait se cacher. Et tu l'as aidée ? J'ai essayé. Mais le lendemain, elle avait disparu. J'ai cru qu'elle s'était enfuie. J'ai même espéré qu'elle l'avait fait. Mais des semaines plus tard, j'ai retrouvé son écharpe, tachée de sang, dans le bac à charbon à l'arrière de la maison. Le visage de Miss Marple n'a pas changé. Tu l'as gardée. Béatrice hocha la tête. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur.
Si j'en parlais à quelqu'un, on dirait que je l'ai aidé à disparaître. Ou pire. Et pourtant, quand Hale est revenu, je savais que c'était lié. J'ai vu comment il regardait autour de lui. J'ai pensé qu'il était peut-être là pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Et pourtant, vous n'avez prévenu personne. Je ne savais pas OMS. Pour prévenir, dit Béatrice presque en larmes. J'avais peur. Elle prit une profonde inspiration. Mais je ne l'ai pas tué. Dehors, la pluie s'était transformée en une fine brume. Miss Marple se tenait devant la porte de la boulangerie, le cœur lourd. Tant de secrets. L'affaire Sibylle, la disparition de Barbara, le silence de Béatrice. Mais au milieu de tout cela, une chose ressortait, une chose que personne n'avait encore prise en compte. L'écharpe. Il avait été trouvé dans la main de Hale, serré fermement. Mais s'il l'a eu pendant 10 ans, pourquoi maintenant? Et si quelqu'un donnait ça, lui dit « Pourquoi ?» Les yeux de Miss Marple se rétrécirent tandis qu'une pensée commençait à se former, brumeuse, comme le brouillard extérieur, mais prenant néanmoins forme. Le tueur n'avait pas agi par passion, ni même par peur. Ils avaient agi pour protéger quelque chose de plus ancien, de plus profond, quelque chose encore caché. Et Miss Marple, avec la patience d'un jardinier et la précision d'une couturière, avait l'intention de le trouver. Chapitre 9. Un gant dans l'herbe. Le lendemain matin se leva avec une étrange clarté. Le brouillard s'était levé, et le ciel d'un bleu pâle et délavé s'étendait sur Marlécombe comme une promesse. Les massifs de tulipes scintillaient de rosée. Derrière des rideaux de dentelle et des volets mi-clos, les villageois observaient le jour d'un œil méfiant, comme s'ils se demandaient si le calme était le prélude à la paix ou à une nouvelle tempête. Miss Marple, cependant, ne s'arrêta pas pour poser la question. Elle était déjà debout depuis 1 heure, son petit déjeuner pris, son tricot intact. Les questions qu'elle avait en tête commençaient à s'organiser. Pas encore de solution complète, mais presque. Très bientôt. Il manquait encore une pièce du puzzle, mais elle commençait à se demander où la trouver. À 10 heures précises, elle arriva au jardin du presbytère, où l'inspecteur Hawthorne supervisait une dernière inspection des terrains entourant les parterres de tulipes, à moitié foulés, toujours délimités par du ruban adhésif officiel. Il s'adressait au jeune agent, qui paraissait désolé et légèrement vert. « Toujours aucun signe d'une seconde arme ?» demanda Miss Marple en s'approchant calmement. Hawthorne se retourna, les sourcils froncés. « Non, et je commence à croire qu'il n'y en a pas eu. Et il a été tué d'un coup de couteau, d'un seul coup. Précision, sans hésitation. Mais nous ne l'avons toujours pas retrouvé. Et l'écharpe ? Envoyée à Bexford. Il l'examine pour y trouver des oligo-éléments, sang, cheveux, fibres. Vous aviez raison, bien sûr. Ce n'était pas celui de Béatrice. » Miss Marple fit un signe de tête satisfait. « Je pense qu'il est temps de réfléchir à quelque chose qui nous attendait depuis toujours, » a-t-elle déclaré. Le crime, le meurtre de Gérard Hale, n'est que le 2e chapitre d'une histoire qui a commencé avec la disparition de Barbara Maud. Et si nous ne revenons pas au début, nous n'en verrons pas la forme. Hawthorne croisa les bras. « Tu penses que les deux sont absolument liés ? » ?»« J'en suis certain. Les mêmes mains, ou du moins la même peur, les ont enterrés tous les deux. » À ce moment-là, l'un des agents s'est écrié « Monsieur, quelque chose ici. » Hawthorne et Miss Marple traversèrent la pelouse vers l'extrémité des parterres de fleurs, où un jeune officier était accroupi au bord du sentier, près des rhododendrons. Il tenait à la main un gant de jardinage déchiré, un cuir cassant et taché de boue, mais orné d'un petit monogramme imprimé à l'intérieur du poignet. Miss Marple perdit son souffle. C'est D. Clarissa Devrill, sœur du regretté colonel Devrill, ancienne maîtresse de Hawthorne Grange. Elle n'habite plus ici depuis des années, murmura Hawthorne. Elle est en foyer depuis avant la fin de la guerre. Miss Marple resta silencieuse au début. Elle fouilla dans son manteau et en sortit la vieille photo, celle que Léonard Pike lui avait donnée,
montrant Barbara Maud et Gérard Hale debout près des tulipes, souriant, trop proches pour le confort des normes villageoises. Elle le tendit à Hawthorne. « Regarde encore, dit-elle, juste derrière eux, au coin du cadre. » Hawthorne plissa les yeux. Là, floue et à moitié coupée, se tenait une silhouette dans l'ombre de la vieille haie du jardin. Grand, émacié, portant des gants. Cela aurait pu être n'importe qui. Mais la position était sans équivoque. « Je pensais que c'était le colonel Devril, » a déclaré Hawthorne. Le regard de Miss Marple était désormais perçant. Ce n'est pas le cas. Cet après-midi-là, Miss Marple a demandé une rencontre avec Clarissa Devril. Cela a demandé un certain effort, mais l'infirmière en chef de la résidence Bexford a accepté, surprise par la demande. Elle ne parle plus beaucoup ces derniers temps, a averti la femme. Elle n'a pas eu de visite depuis des années. Mais vous pouvez essayer. La maison de retraite était un élégant bâtiment en briques situé à la sortie du centre-ville, dont les fenêtres étaient ornées de fougères en pot et de broderies encadrées. À l'intérieur, une odeur de citron et de jambon cuit flottait. Clarissa Devril était assise dans un fauteuil à haut dossier près de la fenêtre, enveloppée dans un châle. Ses cheveux blancs étaient soigneusement peignés, et son regard était clair mais distant. Elle se retourna lentement lorsque Miss Marple entra. « Bonjour, » dit doucement Miss Marple. Clarissa ne dit rien au début. Miss Marple s'assit en face d'elle et sortit la photographie de son sac à main, la posant délicatement sur la table d'appoint. « J'espérais que tu pourrais m'aider à me souvenir de quelque chose, » dit-elle. Les yeux de Clarissa se posèrent sur l'image. Quelque chose a vacillé là, quelque chose comme une reconnaissance. Miss Marple continua. « Cette jeune femme, Barbara Maud, venait souvent dans votre jardin, n'est-ce pas ?